Bienvenue à cette troisième édition du rendez-vous de la rédaction des réflexions stratégiques du CSFRS. Alors, ces rendez-vous de la réflexion stratégique, c'est une sorte de nouveau produit que le CSFRS a mis en place cette année, donc, dont le concept est d'évoquer autour de personnalités éminentes un thème de réflexion d'actualité, soit un thème sélectionné d'un commun accord avec cette personnalité, soit autour d'études produites par le CSFRS. Les dernières réunions de ce type s'étaient tenues, par exemple, sur le thème de l'article autour du professeur Michel Fouché. Alors, c'est un peu notre réunion de notre conférence de rentrée. Et pour cette conférence de rentrée, donc, nous avons le grand privilège d'accueillir ce soir le professeur Henri Laurence. Alors, je suis un peu embarrassé. Je ne sais pas si c'est bien nécessaire de le présenter, car le professeur Laurence est sans conteste l'un de nos plus grands spécialistes, connaisseurs, experts du Moyen-Orient contemporain et de l'histoire du Moyen-Orient. Il est titulaire depuis 2003 de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France. Et son parcours très riche, que je ne commenterai pas dans le détail, l'a amené à exercer des très hautes responsabilités dans la sphère académique, évidemment, mais aussi dans tout ce qui concerne le pilotage, l'administration, l'organisation de la recherche en France ou à l'étranger, auprès d'organisations aussi reconnues que l'INELCO ou le Centre d'études et de recherche sur le Moyen-Orient contemporain. Je note, ça c'est une notation personnelle, il a été souvent à l'ouvrage au bénéfice de ma propre maison mère, le Quai d'Orsay. Il est membre du conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques et enfin a reçu tout récemment, en 2016, le prix Gobert, prix d'histoire de l'Académie française. Donc c'est avec un très très grand bonheur donc, que j'accueille le professeur Laurence ici. Il va nous faire donc ce soir nous faire partager ses réflexions sur un sujet ô combien stratégique qui est le Moyen-Orient comme système. Professeur, vous avez la parole. Je vous remercie pour votre invitation. J'aurais pu essayer d'appeler cette conférence le Moyen-Orient pour les nuls, mais comme vous êtes tous très informés, ça aurait été profondément vexant. Néanmoins, l'idée un peu générale est d'essayer de présenter une synthèse de ce qu'on peut appeler le Moyen-Orient comme espace géopolitique et comme champ de rivalité des puissances. Là, évidemment, le Moyen-Orient, c'est une zone qui a varié dans l'histoire. D'abord, le terme n'a apparu qu'au début du XXe siècle dans un contexte très précis. Mais en gros, ça a toujours été vu au départ, en tout cas, comme l'espace entre l'océan Indien et la Méditerranée. Et donc, en un sens, évidemment, quand les Portugais arrivent au XVIe siècle dans l'océan Indien, c'est un peu la naissance du Moyen-Orient, puisqu'ils prennent à revers l'islam, mais l'islam a répondu immédiatement, puisque, comme on le sait, c'est l'entrée des Portugais qui a conduit les Ottomans à étendre leur domination jusqu'à l'ensemble de la péninsule arabique pour justement protéger le monde de l'islam de l'arrivée des Européens dans l'océan Indien. Et en quelque sorte, ce qui s'établit au début du XVIe siècle, c'est ce que les historiens ont ensuite appelé les empires à la poudre à canon, donc les 5 empires qui faisaient équilibre avec l'Europe, l'Empire ottoman, l'Empire iranien safavide, puis plus tard Kandjar, mais enfin surtout les Safavides, l'Inde du Grand Moghol, la Chine, sur les dynasties successives, et le Japon. C'était les 5 empires à la poudre à canon. Et de ce fait, quand les Européens sont arrivés au XVIe siècle, ils ont été relégués sur des comptoirs et la fonction a été essentiellement commerciale, même si l'armement
européen apparaissait comme meilleur. Mais les études récentes ont montré que jusqu'au Japon, toute novation technique dans l'armement européen au XVIIe, XVIIIe siècle était immédiatement reprise dans l'espace des empires de la poudre à canon, qui faisait que, donc, il y avait toujours équilibre militaire. Et cet équilibre militaire a été rompu à un moment très précis de l'histoire qui correspond en Europe, si on peut dire en Europe, à la guerre de 7 ans, 1756-1763. Et vous savez que la guerre de 7 ans est une guerre mondiale, puisqu'elle a commencé en Amérique et qu'on s'est aussi battu en Inde durant la guerre de 7 ans. Donc c'est une guerre à dimension mondiale. Et là, pour la première fois, les armées européennes détruisent des armées orientales pratiquement d'un seul coup, puisque la bataille de Plassey en 1757, la Compagnie britannique des Indes s'empare du Bengale, première pièce de l'édifice impérial britannique. Et c'est en même temps, dans cette guerre de 7 ans, que la France perd ses colonies américaines. Bon, elle récupère les Caraïbes, mais elle perd le Canada. Et surtout, au lendemain de la guerre de 7 ans, il y a un sentiment très fort chez les Européens que la phase européenne de l'histoire du Nouveau Monde est en train de se terminer. Et que les colonies européennes du Nouveau Monde sont destinées à devenir indépendantes. Et dans ce contexte que les géopoliticiens de l'époque, prenant acte que justement les armées orientales ne font plus le poids par rapport aux armées européennes, donc prennent acte que la nouvelle expansion européenne ne sera plus vers le Nouveau Monde, mais vers l'Ancien Monde, ce qui conduit à réfléchir à un ensemble de nouvelles procédures de l'expansion européenne. Alors, il y avait une illusion que les empires de la poudre à canon donnaient aux Européens, qui était celle du despotisme. La vision que les Européens, les voyageurs européens avaient rapportée des pays d'Orient était celle d'un pouvoir centralisé, absolu, avec un despote qui se faisait obéir des doigts à l'œil jusqu'au plus profond des provinces. En réalité, c'est une illusion de discours des Européens et le despotisme était loin d'exister puisque ces empires fonctionnaient beaucoup plus par la décentralisation et par la négociation. Il y avait une idéologie despotique en quelque sorte, mais en pratique, les Ottomans ou je ne dis plus les Safavides parce qu'ils sont chutés en 1750, ils ont disparu de l'histoire, mais en tout cas, ces empires négociaient beaucoup plus qu'ils n'exerçaient de la force, d'où l'impression paradoxale de voir des provinces apparemment totalement autonomes. Alors, cela correspond aussi à la descente russe vers le sud, et on peut dire en quelque sorte que la naissance de la question d'Orient, c'est 1770, quand une flotte russe de Baltique entre en Méditerranée, détruit la flotte ottomane à la bataille de Tchesmé, et surtout passe des alliances locales pendant son séjour en Méditerranée, puisqu'elle va aussi bien s'allier avec les Mamelouks d'Égypte qu'avec les Grecs de la Morée, c'est-à-dire du Péloponnèse. Et donc, à partir de 1770, dans l'espace qu'on pourrait appeler plus tard le Proche-Orient, les Européens deviennent des acteurs politiques. Et cette alliance politique va se structurer tout simplement à cause de la conquête britannique de l'Inde qui s'accélère après l'indépendance des États-Unis, donc à partir des années 1780. Et dès lors, une ligne fictive
va devenir un pivot absolument central. C'est ce qu'on va appeler la route de l'Inde, qui est évidemment une route éventuellement maritime, ça c'est la route du Cap. Une route potentiellement maritime, c'est la route de Suez, qui est déjà visualisée par les Européens dès les années 1780, et la route terrestre. Et les Britanniques, ne pensent pas encore à l'époque à occuper la route, mais en tout cas à interdire aux autres de l'occuper, selon l'expression célèbre de Palmerston dans les années 1840. Quand il se rend en Écosse, il ne cherche pas à avoir toutes les terres entre Londres et l'Écosse. Il veut simplement avoir des bonnes auberges dans lesquelles il peut manger des côtelettes de mouton. Et donc, c'est ces auberges qui sont les structures sur lesquelles les Britanniques s'appuient sur la route de l'Inde. Mais la Russie, elle, continue de progresser vers le sud, et nous, on est hors jeu parce qu'on s'occupe de faire la révolution en 1790. Quand les Russes arrivent sur le Danube, cette fois, ce sont les Anglais qui interviennent, c'est ce qu'on appelle la crise d'Otchakov, et interdisent aux Russes de progresser plus vers le sud parce que ils vont toucher à cette fameuse route de l'Inde. Et puis, on se rend bien compte de l'ampleur de l'enjeu, c'est-à-dire une fois que la révolution a un sens a terminé, c'est-à-dire après le traité de Bâle de 1795, eh bien, la République française reprend la question orientale, ce qui conduit à la fameuse expédition d'Égypte de 1798, où les Ottomans sont complètement désemparés face à une armée française de 35 000 hommes. Et ils ne tiennent que parce que les Russes et les Britanniques interviennent pour les sauver. Ce sont les guerres dites de la seconde coalition. Et durant cette seconde coalition, c'est le moment où, en quelque sorte, le système se coagule. C'est-à-dire que durant la seconde coalition, tout l'espace entre la Méditerranée et l'Indus devient intégré au système politique européen, avec les règles de l'équilibre européen, qui consiste donc que s'il y a un progrès de l'un, il doit être compensé pour les autres. Alors, ça va devenir, dans des expressions qui vont être consacrées dans les années 1830, d'un côté le grand jeu, le Great Game, entre Russes et Britanniques en Asie centrale. Là, on est un jeu à deux. Et dans l'autre jeu, c'est la question d'Orient, l'expression qui apparaît en même temps que le grand jeu au début des années 1830. Moi, je l'ai daté de 1832 en français. Et dans lequel, là, on joue à 5 et plus à 2. On joue à 5, ce sont ceux qui sont ceux qui sont au traité de Paris de 1856, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne, la Prusse, l'Italie et la Russie. Et le Piémont, donc c'est 6. Oui, l'Autriche, oui. Et donc c'est le jeu des puissances du traité de Paris qui vont dominer toute cette région du monde jusqu'à 1914. Notez que les Américains y entrent d'abord au début du 19e siècle dans les guerres contre les régences du Maghreb, en particulier la guerre contre la régence de Tripoli. Et les Américains deviennent, dès le début des années 1830, puissance capitulaire dans l'Empire ottoman. Et en fait, ce qu'on oublie toujours, c'est qu'à l'exception de la période, évidemment, de la guerre de sécession, il y aura toujours un détachement naval américain en Méditerranée tout au long du 19e siècle. Alors, donc, on est là dans une situation où le moindre pouvoir local entre dans un jeu de protection et d'alliance avec une ou plusieurs puissances extérieures. Avant, ce jeu de protection existait, mais c'était fictif. Je veux dire, les Maronites avaient obtenu la protection de Louis XIV
aux alentours de 1650-1660, mais tout le monde savait que la protection française au Liban en 1660, ça ne pesait strictement rien. Donc c'était juste quelque chose qu'on rajoutait à la carte de visite. Maintenant, les Européens, avec la stratégie de la politique de la canonnière, la possibilité de projeter des forces à distance, ben, leur protection compte. Et donc, on va voir ce phénomène que dans le moindre espace, y compris le local, le jeu des puissances va s'exercer. Ainsi, dès les années 1840, dans le Mont-Liban, dans un village mixte, si un Druze se querelle avec un Maronite pour n'importe quoi, bah, ça fait intervenir le consul de France, protecteur des Maronites, contre le consul de Grande-Bretagne, protecteur des Druzes. Donc l'affaire est retransmise ensuite à l'ambassade de France à Constantinople et à l'ambassade de Grande-Bretagne à Constantinople. Et si l'affaire n'est toujours pas réglée, elle est transférée entre Londres et Paris, ce qui fait des archives absolument exceptionnelles pour comprendre les querelles de village dans les archives françaises et britanniques. Mais simplement pour vous montrer comment la pénétration européenne devient micro dans cet espace. Alors la règle fondamentale qui s'applique jusqu'à aujourd'hui s'est construite dans cette période. Le Moyen-Orient est un jeu permanent d'ingérence et d'implication. L'ingérence, c'est quand une grande puissance extérieure se mêle des affaires de la région. L'implication, c'est quand les acteurs locaux font venir une puissance extérieure pour régler leurs propres affaires. Et donc, à partir de ce moment-là, ça reste un trait permanent, un trait qui est resté dans les consciences des acteurs. Quand l'Empire ottoman perd l'Égypte en 1798, il fait venir les Russes et les Britanniques. Ou en tout cas, les Russes et les Britanniques se précipitent pour lui récupérer l'Égypte, lui redonner l'Égypte, parce que c'est sur la route de l'Inde. Mais en 1990, quand Saddam Hussein prend l'Irak, c'est la même chose. Prendre Koweït, c'est la même chose. L'Arabie saoudite fait venir les Occidentaux et les Américains en premier pour reprendre le Koweït. C'est la même règle en 1798 et en 1990. La seconde règle qui s'établit, c'est la crise d'Orient. La crise d'Orient, c'est le produit d'un soulèvement d'une population contre un pouvoir qui débouche sur des terribles violences, qui provoquent un sentiment d'urgence humanitaire, qui pousse des gens à intervenir militairement. Le prototype de la crise d'Orient, c'est la crise grecque qui commence en 1821 et qui suscite d'abord, évidemment, une alerte humanitaire, puisqu'il y a des violences, des massacres des deux côtés, mais on ne s'intéresse que d'un seul côté. Donc les intellectuels mobilisent, c'est le mouvement philhellène, et ça vous donne les massacres de Cure, de Delacroix, l'enfant grec de Victor Hugo, la mort de Lord Byron à Missolonghi, c'est plus fort que la mort d'une rockstar aujourd'hui. Et vous avez des volontaires européens qui partent de l'ensemble de l'Europe se battre chez les Grecs. Bon, ils seront bien déçus par ailleurs, mais ça, c'est un autre problème. Autrement dit, la crise d'Orient mobilise les opinions publiques et les opinions publiques forcent les puissances à intervenir. Ainsi, finalement, les Européens proposent des médiations à plusieurs et finalement, par erreur, une flotte franco-britannique détruit une flotte ottomane, surtout égyptienne, à Navarin, en 1828. Et puis, on décide de séparer les combattants, c'est l'expédition française de Morée en 1829. Et on aboutit à un règlement
dit politique, qui est la création du royaume de Grèce en 1831. C'est le prototype de la crise d'Orient, enfin la crise grecque. Elle dure sur 10 ans, elle provoque des terribles déplacements de population, des massacres, et elle conduit à des interventions militaires des puissances, parce que de l'autre côté, les Russes attaquent une nouvelle fois les Ottomans. Et en un sens, si je vous dis que 1798 et 1990, c'est analogue, je dirais que 1821 et 2011, c'est la même chose si on prend la Syrie. La Syrie est une reproduction de ce qu'on a connu dans la décennie 1821-1831, avec jeu des coalitions, images, mobilisation des opinions publiques, etc. Alors, pour faire face à la menace européenne, les Ottomans et les autres pouvoirs orientaux, mais en priorité les Ottomans, ont bien compris que la ressource essentielle des Européens était ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'État moderne. Et donc, dès les années 1820-1830, vous allez avoir une conscience qui va rester jusqu'à aujourd'hui, qui est la conscience du retard. Vous êtes en retard parce qu'ils sont plus puissants et il faut essayer de récupérer ce retard. En même temps, l'adoption des formes de l'État moderne implique des révolutions sociales qui sont paradoxalement facilitées par le fait que les crises d'Orient ébranlent l'édifice social. L'Empire ottoman avait une armée de soldats professionnels. Ça ne suffit plus pour faire face aux menaces, il faut une armée de conscription, et donc à l'européenne. Donc le système séparant combattants et non combattants dans la pensée sociale ottomane disparaît puisque tout le monde peut être éligible à la conscription. La crise grecque a reposé la question des non-musulmans dans l'espace de l'islam. Et là, on est dans la complexe situation qu'à la fois vous avez des pressions occidentales qui essayent d'imposer ce qu'on appelle déjà à l'époque des réformes. Vous avez une évolution des sociétés qui conduisent nécessairement à ces changements. Vous avez donc à la fois l'adoption de modèles et des synchronismes d'évolution. C'est ainsi que si on compare l'émancipation des non-chrétiens dans l'espace européen à l'émancipation des non-musulmans dans l'espace ottoman, on voit d'abord des synchronismes, parce qu'il faut oublier l'exemple français où les Juifs ont été émancipés dès le début de la Révolution française. L'émancipation des Juifs en Europe n'est terminée que dans les années 1860. C'était pour la Grande-Bretagne, c'est-à-dire dans les années 1860, pour la première fois, un juif peut être député à la Chambre des communes, parce que là, il pouvait être élu, mais il ne pouvait pas prêter serment sur la Bible. Et de même, l'émancipation juridique des Juifs en Italie et en Allemagne et en Autriche accompagne les grands mouvements des années 1860, qui sont l'unité allemande, la création de la double monarchie austro-hongroise et l'unité italienne. Donc, en 1856, dans la conséquence de la guerre de Crimée, l'Empire ottoman fait l'édit d'émancipation des non-musulmans. Il est chronologiquement antérieur à des séries d'évolutions qui ne sont pas terminées en Europe et qui ne seront jamais terminées en Europe, puisque l'émancipation des non-musulmans sera faite alors que les Juifs continuent d'être non émancipés dans l'Empire russe et en Roumanie, en dépit des tentatives du traité de Berlin de 1878. Donc on passe d'une société d'ordre à une société égalitaire. Mais le problème a été
que d'une part, les communautés non musulmanes étaient devenues des protégés des puissances européennes, en particulier les catholiques par la France et les orthodoxes par la Russie, et qu'on ne pouvait pas supprimer les protections. Donc, l'édit d'émancipation a émancipé les non-musulmans, non pas en tant qu'individus comme la Révolution française l'avait fait, mais en tant que communauté. Et ils ont créé ainsi la communauté confessionnelle comme instrument de l'État, modèle qui, si j'ai le temps d'en parler, concerne les non-musulmans de l'Empire ottoman jusqu'en 1914 et qui deviendra après 1920 le modèle pour les musulmans eux-mêmes au Proche-Orient, la communauté confessionnelle. Alors, on a ainsi une situation où vous avez le sentiment d'être en retard et soumis à une menace étrangère permanente. Et donc, la solution, c'est ce que j'appellerais le modernisme autoritaire, qui est une action venue d'en haut pour imposant à la société des réformes drastiques, lui permettant de constituer un État moderne et une société moderne face à la pression européenne. Alors, ça implique qu'à tout niveau des sociétés du Proche-Orient, à partir, disons, des années 1850-1860, l'Occident est présent. L'Occident, il est présent, on l'a vu dans le local, dans le jeu des alliances, des protections, des oppositions, qui fait que la vie politique européenne se répercute dans les villages libanais et la vie des politiques des villages libanais se répercute sur l'espace politique européen. Mais vous avez tout simplement les modèles européens qui sont dans l'esprit des gens en permanence parce que les sociétés bougent. Et elles bougent et donc on a ce paradoxe habituel que les cultures matérielles bougent plus vite que les cultures intellectuelles. L'européanisation, l'occidentalisation de l'habillement, de l'habitat, l'apparition des chaises, des tables, des fauteuils à l'occidental, devient déjà une norme dans les années 1880-1890 dans les sociétés du Proche-Orient. En même temps, puisqu'on a adopté l'État moderne, on centralise. Et la centralisation met fin à l'autonomie des marges. Jusque-là, les marges étaient autonomes puisqu'elles étaient négociées en permanence. Maintenant, le pouvoir central veut s'imposer. Vous avez un cas caractéristique. Les Kurdes, ils étaient dans les marges. Ils étaient dans la marge entre l'Empire ottoman et l'Iran. Et des deux côtés, en tant que marge, elles étaient des espaces de négociation politique. Mais maintenant que vous avez des États centralisés qui s'imposent, l'autonomie de ces marges est dissoute. Et du coup, vont apparaître des nationalismes là où il y avait des marges auparavant. Et c'est là le phénomène suivant de l'histoire de la région, si vous voulez. Très grossièrement, au début du XIXe siècle, vous avez encore une société d'ordre. Vers 1850, à cause de l'émancipation des non-musulmans, c'est l'identité religieuse qui devient l'identité de base. Et à partir de 1870-1880, vous avez l'émergence des nations, avec soit des États qui poussent à la constitution des nations, soit des États qui nient l'existence de ces nations. Et c'est là en quoi il faut comprendre la réalité du phénomène pan-islamique qui apparaît dans les années 1880, c'est-à-dire sentiment de solidarité de tous les musulmans face à l'invasion occidentale, mais en même temps, quand les pan-islamistes disent « il n'y a pas de Turcs, il n'y a pas de Persans, il n'y a pas d'Arabes, il n'y a que des musulmans », on est dans une phase psychologique de dénégation
parce que, justement, des identités turques, persanes et autres sont en train d'émerger. Et c'est en ça que le grand historien britannique Arnold Toynbee, début des années 1920, dans son livre Western Christian, a posé toute la problématique qui est encore celle de ma conférence. En 1923, donc, Toynbee a dit « Il n'y a pas de question d'Orient. Il n'y a que des questions d'Occident. » Et la question d'Occident, elle est double. D'abord parce que la question d'Occident, la question d'Orient se joue entre puissances occidentales, c'est pour ça que c'est une question d'Occident. Et ensuite, parce que ce qui est l'enjeu de la question d'Orient, c'est l'occidentalisation des sociétés. Et donc, que la question d'Orient n'existe pas, ce n'est qu'une question d'Occident. Alors, je passe, parce que je pourrais encore parler pendant des heures sur un 19e siècle pour lequel j'ai beaucoup d'affection, mais il faut avancer chronologiquement pour sentir les modifications du XXe siècle, un système qui est déjà complètement établi, hein, avec les analogies que j'ai cherché à vous montrer. Alors, la Première Guerre mondiale, nous la voyons évidemment dans les tranchées à 100 km de Paris et quelle, la Marne, la Somme, Verdun, les Éparges. Mais la Première Guerre mondiale est aussi une guerre pour l'islam. C'est une guerre pour l'islam parce que l'Allemagne avait inventé une formule magique destinée à déstabiliser les empires coloniaux français, britanniques et russes, puisque les trois premières puissances musulmanes au monde étaient la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Ça s'appelait le djihad. C'est pour ça qu'en 1915-1916, les Européens parlent de djihad mined Germany. Ce sont des orientalistes allemands qui font toute une théorie du djihad et qui essayent de persuader les musulmans du Maroc jusqu'à l'Afghanistan de se révolter contre les Européens en envoyant donc des émissaires plaider le djihad et ajouter de l'argent. Alors les locaux en général acceptent l'argent et puis ils oublient de faire le djihad, mais ça, c'est un autre problème. Et face au djihad mined Germany, les Français et les Anglais ont d'abord pensé chacun faire un califat pour eux. Les Français avaient pensé de faire du sultan du Maroc un calife d'Occident, dont la circonscription correspondrait pile à l'empire colonial français. Et les Britanniques avaient pensé qu'on pouvait faire un anti-calife qui deviendrait calife à la place du calife, c'est-à-dire le shérif de la Mecque. Et puis, en 1916, les Français ont abandonné l'idée de faire un califat. Et dans les textes administratifs français de 1916, vous trouvez l'apparition du terme islam de France, qui, à l'époque, est d'abord pensé comme un islam des colonies françaises, même si les musulmans sont en train d'entrer dans la métropole française, puisque vous avez des soldats musulmans qui se battent dans les tranchées et que l'on fait venir des travailleurs musulmans du Maghreb pour faire tourner les usines de guerre de la France. Les musulmans entrent en métropole dans la grande Ordalie de la Grande Guerre. Alors, ça, c'est une guerre pour l'islam, et l'un des enjeux est le contrôle des villes saintes. Les Médine et la Mecque avec le Hejaz, et la conquête britannique de l'Irak, c'est aussi de s'emparer de Najaf et de Karbala. Et c'est en ce sens-là que, quand on quitte le regard des tranchées, on voit qu'on est dans une guerre pour l'islam, dans laquelle les musulmans sont à la fois acteurs et en même temps quelque part en jeu. Donc ça, c'est pour la Grande Guerre. Succède à la Grande Guerre ce qu'on a appelé le moment britannique. Parce que la Grande Guerre a amené la disparition des compétiteurs. Bon, les Français sont là, ils sont en Syrie, en Irak, dans un espèce de cul-de-sac, ils ne comprennent plus très bien pourquoi ils sont là, mais ils ne veulent pas partir. Et le reste du Moyen-Orient est sous contrôle britannique. Donc, c'est le moment. Et par ailleurs, les Russes se sont arrêtés. Lénine a eu l'extraordinaire intelligence de faire passer des traités de non-agression avec la Turquie,
l'Iran et l'Afghanistan entre 1920 et 1922, ce qui fait qu'il y a eu tranquillisation des États musulmans voisins de la Russie, puisque les Russes les avaient assurés qu'il n'y aurait pas d'intention d'aller vers le nord, vers le sud. Donc c'était un quiproquo. Les trois puissances musulmanes s'engageaient à aucune activité hostile à partir de leur territoire concerne l'Union soviétique. Et c'était... Donc ça, c'est le moment britannique. Alors bon, il y a toute une histoire, ça explique où, etc. Bon, ça fait le plaisir d'histoire diplomatique. J'ai consacré des pages entières sur ce sujet. L'idée principale qu'il faut retenir dans un long processus diplomatique qui a pris plusieurs années, c'est que les Français et les Britanniques ont tracé des frontières, ont fixé des capitales, et qu'ensuite les habitants ont colorié la carte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous définissez un État avec une capitale, vous créez un centre politique qui s'appelle Beyrouth, Jérusalem, Damas ou Bagdad, et que le problème de la classe politique de ces capitales, c'est de prendre le contrôle de l'espace et de la population. Prendre ce contrôle suppose à la fois de collaborer avec la puissance impériale dans le cadre des mandats, mais en même temps de la combattre. Donc, c'est le jeu très subtil des mandats qui est à la fois une confrontation et une collaboration, puisque le but est la constitution des États. Alors, ce phénomène dépasse la Seconde Guerre mondiale, la coloration de la carte. Je dirais qu'un des moments clés, c'est l'arrivée des réfugiés palestiniens en 1948-49, parce que comme ils étaient palestiniens, ils n'étaient pas admis comme Libanais, Syriens ou Irakiens. Et donc, ça veut dire que les États sont maintenant suffisamment forts pour considérer les autres comme des étrangers et non plus comme des éléments propres. Alors, ça, c'est colorier la carte. Et le moment britannique, bon, évidemment, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Les Britanniques ont été sublimes, comme vous le savez. Au sommet de leur énergie, il y avait plus d'1 million de soldats de l'Empire britannique au Moyen-Orient, engagés entre autres dans la guerre dans le désert occidental. C'est le seul moment où le Moyen-Orient a été unifié économiquement. C'est durant la Seconde Guerre mondiale, avec le Middle East Supply Center des Britanniques, qui a géré comme un tout toute l'économie de l'Inde jusqu'à la Méditerranée, sauf pour la Turquie. Mais donc, ça a été prodigieux, mais ensuite les Anglais se sont effondrés. Et parce qu'ils n'avaient plus la force, ils étaient épuisés par l'effort. Et donc, la guerre israélo-arabe de 47-49 et le coup mortel donné au dispositif britannique au Moyen-Orient, et Staline ne s'est pas trompé puisqu'il a armé les Israéliens pour cela. Et ensuite, tout s'est déglingué extrêmement vite et les positions britanniques ont été liquidées à Suez en 1956. Ce qui s'est passé alors, c'est la reprise de la question d'Orient sous une autre forme. On l'a appelée la guerre froide. Et le même problème pour la région a été comment des puissances qui s'affrontent dans ces espaces par gérance et implication peuvent-ils arriver à un accord. Alors, au XIXe siècle, on faisait des congrès européens. Le congrès de Paris, congrès de Berlin, ou alors au niveau au-dessous, des conférences des ambassadeurs. Le problème, c'est que les Américains ne pouvaient pas accepter les Soviétiques comme co-gestionnaires de l'espace moyen-oriental, alors que c'est tout le but de la stratégie soviétique, était, dès 1957, de se faire reconnaître comme co-gestionnaire par les Américains. Et donc, paradoxalement, aujourd'hui, Poutine est totalement l'héritier des successeurs de Staline,
puisque c'est l'objectif des successeurs que Staline, que Poutine est en train de réaliser aujourd'hui. Mais je vais aborder d'autres points, parce que là, on a sur un axe qui est trop relations internationales. La question que nous avons à nous poser, c'est les fondements de l'autoritarisme. C'est-à-dire répondre à la question pourquoi ça n'a pas marché. What's wrong, aurait dit Bernard Lewis. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça n'a pas marché? Alors, vous avez deux explications habituelles. L'une, disons, de gauche et l'autre de droite. L'une de droite, ce serait de dire les musulmans sont nuls, ils sont arriérés, donc ils ne sont pas capables de faire du moderne. Donc c'est pour ça que ça n'a pas marché. Et puis l'explication de gauche, c'est la faute à l'impérialisme, qui a traumatisé ces populations et les a maltraitées, et ça n'a pas marché non plus. Bon, alors il y a un petit peu vrai des deux côtés, mais à mon avis, ce n'est pas là. Le problème se situe sur cette fameuse question d'Occident que Toynbee analysait en 1923. Alors, vous avez eu le modernisme autoritaire. Alors, il a encore amplifié après la Première Guerre mondiale. Le kémalisme, en un sens, c'est-à-dire que Mustafa Kemal, c'est le modernisme autoritaire jusqu'au bout. On change d'alphabet, on fait la prière en turc, on dévoile les femmes de force, et ainsi de suite. Et ce modernisme autoritaire va être repris par les États révolutionnaires, ou issus des révolutions des années 50, l'Égypte de Nasser, l'Irak et la Syrie bassiste. Mais eux vont adopter un modèle autoritaire parfaitement moderne à l'époque, qui est celui des démocraties populaires de l'Est européen. Ce n'est pas du tout un modèle endogène au Moyen-Orient, c'est l'adoption du modèle démocratie populaire qui était d'autant plus facilité qu'à partir des milieux des années 50, des milliers d'Arabes sont allés se faire former dans les démocraties populaires, dans les universités des démocraties populaires, et donc ils ont été revenus complètement équipés par les logiques. Alors c'est très bien parce qu'on a beaucoup de documents les concernant, puisque comme les services secrets des démocraties populaires espionnaient en permanence les stagiaires arabes, on a beaucoup de renseignements sur les stagiaires arabes dans les archives des anciennes démocraties populaires. Les bonnes dictatures sont des providences pour les historiens. Donc, vous avez ensuite ce que j'ai appelé la malédiction du pluralisme. La malédiction du pluralisme, c'est que quand vous créez un système pluriel dans un jeu d'ingérence et d'interaction, les acteurs locaux deviennent des correspondants des forces internationales. C'est ce que Nasser expliquait à Nehru en 1955 aux entretiens de Brioni. Il disait, si je rétablis le système parlementaire en Égypte, chaque parti politique égyptien sera soutenu et financé par 2 ou 3 puissances extérieures. Donc la dictature devient le seul moyen de maintenir l'indépendance nationale. Et c'est ainsi, par exemple, que la Syrie était un enjeu jusqu'à la prise de pouvoir par les Assad, enfin par Hafez al-Assad en 1970, et qu'ensuite elle est devenue un acteur, parce que devenue une dictature totale, elle était par le fait même de la dictature indépendante. Alors que dès qu'il y avait pluralisme, les forces locales jouaient les forces internationales. D'où le fait que les 2 seuls espaces arabes pluralistes étaient les 2 espaces arabes où toutes les forces internationales s'opposaient. C'était le système libanais d'un côté, où il n'y avait pas une force politique libanaise, et c'est encore valable aujourd'hui, qui n'avait pas 1 ou 2 ou 3 ou 4 sponsors internationaux ou locaux régionaux. Ce qui faisait que, par exemple, quand le président successeur de Charles Helou recevait la presse libanaise, il avait utilisé comme slogan « Bienvenue dans votre seconde patrie ».
parce que toute la presse libanaise était financée par les États étrangers. Et, donc, évidemment, la première patrie, c'était les gens qui les subventionnaient, les Saoudiens, les Irakiens, les Syriens, enfin, ainsi de suite. Et la même chose pour la résistance palestinienne. Elle n'a été pluraliste que parce que chaque force palestinienne était financée de l'extérieur. Donc, vous voyez, c'est la malédiction du pluralisme. Le pluralisme vous rend automatiquement dépendant de l'extérieur, tandis que la dictature fonde l'indépendance. C'est ça la malédiction. La troisième, ça a été les modèles économiques. Alors, au départ, évidemment, au XIXe siècle, qui s'étend jusqu'à la Première Guerre mondiale, vous avez le modèle de l'échange colonial qui était donc matière première contre produits manufacturés. Dès 1920, les États de la région se sont lancés dans une politique d'industrialisation par substitution des importations. D'abord parce que durant la Grande Guerre, ils avaient été coupés du marché européen, donc ils étaient forcés de commencer à fabriquer des choses eux-mêmes. Et ensuite, parce que, pour différentes raisons, les puissances coloniales françaises et britanniques, dans l'opération de coloriage, ont accepté que les nouveaux États imposent des droits de douane élevés pour permettre une industrialisation sur place. Et puis les dépenses de l'armée britannique durant la Seconde Guerre mondiale ont été telles que ça a accéléré l'industrialisation de la région. Donc on a eu un premier modèle d'industrialisation par substitution des importations dans le cadre d'un secteur privé. Et puis ensuite, le second modèle a été le modèle démocratie populaire, c'est-à-dire dirigisme d'État, à partir des années 50. Alors, le problème, comme vous le savez, c'est que pour des tas de raisons économiques, l'industrialisation par substitution des importations, ça ne fonctionne pas. Bon, je n'ai pas le temps ici d'expliquer pourquoi, mais ça ne fonctionne pas. Tandis que les copains d'Asie, qui étaient au même niveau économique que les Arabes en 1945, comme les Coréens ou les Taïwanais, eux, ils ont eu une autre stratégie, qui était non pas se fermer du marché mondial, mais au contraire y accéder par la montée en gamme. Ce qui fait qu'on voit aujourd'hui la différence entre l'Égypte et la Corée. Alors qu'ils avaient le même niveau au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors, ils ont eu des excuses parce que la substitution par des importations, c'était le modèle dominant des économistes internationaux dans les décennies du développement d'après 1945. Ensuite, vous avez eu l'arrivée de la rente pétrolière. Alors, la rente pétrolière, elle a commencé à être effective dans la seconde moitié des années 50. Et elle devient un facteur essentiel à la fin des années 60. Et en un sens, le moment clé, c'est la conférence de Khartoum en septembre 1967, où Nasser cesse de faire la guerre aux États arabes conservateurs, à condition que les États arabes conservateurs, dans le cas précis, c'était le Koweït et l'Arabie saoudite, financent l'effort de guerre contre Israël. Et à partir de ce moment-là, c'est le pétrole qui a financé la guerre. Et vous avez donc l'établissement d'un circuit de la rente pétrolière qui fait qu'il y a des gens, évidemment, qui produisent du pétrole et qui le vendent et qui s'enrichissent. Mais ensuite, l'argent de la rente pétrolière est rediffusé sous des formes diverses d'aide militaire, d'aide économique et évidemment de remise des ouvriers. Et c'est la fin de la période révolutionnaire du monde arabe, aux alentours de 1970. Il y a d'autres facteurs qui expliquent l'arrêt des révolutions, ne serait-ce que les progrès des services de renseignement, enfin de répression, qui font que ça devient de plus en plus difficile de faire un coup d'État. Donc, on a l'établissement des régimes autoritaires dont le discours n'est plus la révolution, mais la stabilité. À partir, disons, des années 1980, le discours dominant, c'est de dire « je suis le garant de la stabilité interne de mon pays
et donc de la stabilité régionale. Et là, ça marche très bien parce que les Occidentaux sont d'accord. Les Occidentaux sont d'accord parce que, d'abord, ils ont trouvé un ennemi commun, qui est l'islamisme. Donc, si je ne suis pas suffisamment fort et que j'ai besoin d'argent, je vais expliquer que j'ai besoin de me renforcer. Donc, donnez-moi de l'argent pour que je me renforce. Sinon, les islamistes prendront le pouvoir. En gros, c'est l'Égypte à partir de Moubarak. On trouvera des raffinements. Par exemple, le Yémen, avec Saleh, ils vont créer les terroristes nécessaires pour recevoir l'aide américaine pour les combattre. Et alors, plus il y aura d'aide américaine, plus le terrorisme islamiste s'étendra au Yémen. Puisque, de toute façon, ils ont besoin du terrorisme pour recevoir l'argent des États-Unis. Alors, l'interaction avec l'Occident, en particulier avec l'Europe, elle est triple. Il y a 3 points essentiels, qui est la sécurité des approvisionnements pétroliers. Ça, c'est le point numéro 1. Ce qui ne veut absolument pas dire que la sécurité signifie la fixation des prix des pétroles. Ce sont des choses totalement indépendantes. À partir du second choc pétrolier, donc 1979-1980, le prix des pétroles n'est plus fixé que n'est fixé qu'au jour le jour par les marchés pétroliers, Rotterdam et les autres, mais non plus par des contrats d'approvisionnement. Donc ce qui compte, c'est d'empêcher les gens de couper le pétrole. C'est ça qu'on appelle la sécurité des approvisionnements pétroliers. Il y a donc interaction entre la puissance dominante, qui est les États-Unis, et les États producteurs. Puisque d'abord, les États-Unis assurent que le pétrole va aux clients, et donc ils assurent la protection du système, à la fois parce qu'ils assurent qu'il y a des clients et parce qu'ils sont prêts à intervenir militairement pour défendre les pays producteurs, comme on l'a vu en 1990-1991. La seconde de mode occidentale, et en particulier européenne, c'est l'antiterrorisme. C'est le problème du jardin du voisin. C'est une métaphore que j'ai empruntée à Roosevelt, qui définissait le prêt de bail en 1941 par le fait que si le jardin du voisin brûle, je vais lui prêter mon tuyau d'arrosage et je ne vais pas lui louer. Alors là, on est dans la variante, si le jardin du voisin brûle, le feu risque de se communiquer à mon jardin. Donc, on l'a vu par exemple durant la guerre civile algérienne des années 90, la violence algérienne s'est déplacée sur le territoire français à certains moments. Donc l'antiterrorisme a été aussi un des instruments des pouvoirs autoritaires, puisqu'ils cimentaient leur alliance avec les Occidentaux par la coopération sécuritaire, en particulier en matière de renseignement, avec le fait qu'en même temps, ils fabriquaient éventuellement les mêmes terroristes. Les Syriens étaient redoutables pour ça. Ils formaient les terroristes et les vendaient aux Européens ou aux Américains, ce qui était une industrie tout à fait profitable. Et enfin, comme vous le savez, on demandait aux États de la région d'être la barrière contre l'immigration. D'abord contre la migration locale, mais elle était en train de s'épuiser avec la baisse de la natalité dans cette région, mais surtout sur les migrations exogènes, puisque le Moyen-Orient était le lieu de passage, d'abord on l'oublie toujours, de la grande migration asiatique, puisque les travailleurs asiatiques qui arrivent jusqu'au Liban, des Sri Lankaises, comme on dit au Liban, Sri Lankaises et vietnamiennes. Donc, vous avez l'arrivée des travailleurs asiatiques qui sont essentiels pour faire tourner l'économie du Moyen-Orient. Pensez cette chose absurde qui sont les quiz, c'est-à-dire les zones industrielles jordaniennes qui sont censées
enfin qui produisent à destination des marchés américains parce que les produits des quiz entrent sans droit de douane aux États-Unis. Il faut 10% de capitaux israéliens, donc les Israéliens sont d'accord, enfin, participent à l'activité, mais 50% des ouvriers des quiz sont des Asiatiques, parce que les salaires sont tellement bas qu'aucun Jordanien sérieux va aller travailler dans une zone industrielle jordanienne. Donc, c'est assez absurde. Et donc, c'est la barrière migratoire, et on a vu, par exemple, pour la Libye, avant 2011, comment l'Italie négociait la barrière migratoire avec la Libye, mais c'est la même chose qu'avec le terrorisme. Vous fabriquez de la migration du terrorisme pour l'interdire. D'où, évidemment, 2011, qui casse tout le système. Alors, il y a des multiples explications de 2011, du printemps arabe, etc. Bon, je dirais d'abord que le printemps arabe est une révolte des objets d'étude contre leurs analystes, puisqu'on avait réussi à démontrer pourquoi il y avait une exception arabe et des régimes autoritaires, et voilà que les Arabes demandent la liberté. Ce qui a donc été vexant pour nous les chercheurs, parce qu'encore une fois, on s'était fait avoir par nos objets d'étude. Alors, 2011 a cassé le système autoritaire, qui, on l'a vu, s'est aussi largement construit dans une alliance objective entre les États occidentaux et les pouvoirs confiscatoires, disons, soyons clairs, les kleptocraties locales. Alors là, on a ce dont j'ai encore relativement peu parlé, qui est l'islamisme. L'islamisme, c'est l'une des formes de réaction sur la notion de retard. Il faut bien comprendre que si vous avez la meilleure société du monde et la meilleure religion du monde, se faire dominer par des gens qui n'ont pas votre religion, c'est un choc narcissique absolument épouvantable. C'est celui qu'on a eu au XIXe siècle. Et le fait que les Occidentaux continuent à bombarder la région de normes, y compris de normes sexuelles, évidemment, ébranle de façon constante ces sociétés. Donc, l'islamisme, c'est poser l'islam non plus en tant qu'islam, mais en tant que contre-Occident. En tant qu'un projet utopique qui est censé faire mieux que l'Occident. Évidemment, ça ne marche pas dans les faits, mais c'est qu'une importance, parce qu'on est dans une dimension utopique. Alors, c'était dit noir sur blanc par Hassan al-Banna en disant « seul l'islam permettra de rattraper le retard sur l'Occident ». Dans les années 30, on parlait encore clairement. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Donc, à l'islamisme en tant que tel, c'est-à-dire une valorisation de l'islam pour essayer de cacher cet Occident qu'on ne veut pas voir, mais qui est constamment dans nos esprits, parce que c'est là le problème. Vous avez ensuite le djihadisme. Alors, le djihadisme, techniquement parlant, c'est la réponse sunnite à la révolution islamique de Téhéran en 1979. À la volonté de domination de l'islam par le chiisme révolutionnaire de Téhéran, ça a suscité une contre-réaction djihadiste qui s'est d'abord construite dans le chaudron afghan, donc dans le djihad contre l'Union soviétique, mais qui ensuite s'est retourné contre les gens qui l'avaient financé, c'est-à-dire les Occidentaux, et aussi contre l'islam chiite. Vous savez, à Téhéran, l'État islamique ou Al-Qaïda, ce n'est pas des gens bien vus, parce qu'on sait très bien que l'ennemi est autant le djihadiste que l'occidental, voire plus, même si on est prêt à faire quelques compositions en cours de route. D'où le fait que le djihadisme est ensuite entré dans une logique sectaire et surtout, comment dit-on, nihiliste,
puisqu'avec l'État islamique, vous ne pouvez pas négocier. J'ai bien entendu des diplomates du Quai d'Orsay maugrer que si au moins ces gens-là acceptaient de discuter, on pourrait régler un certain nombre de choses. Mais non, vous ne pouvez pas discuter. Vous pouvez discuter avec le Hezbollah, vous pouvez discuter avec les frères musulmans, vous ne pouvez pas discuter avec Al-Qaïda, vous ne pouvez pas discuter avec l'État islamique. Alors, on est sur des séries de recompositions depuis 2011, mais qui restent clairement marquées par, si vous voulez, les deux choses essentielles que j'ai essayé d'exprimer dans cette conférence: le jeu des ingérences, des interactions, et le fait que l'Occident est quelque part omniprésent dans l'esprit des acteurs. Alors, dans les recompositions en cours, vous avez d'abord l'antiterrorisme. Alors, soyons clairs, l'antiterrorisme tue infiniment plus que le terrorisme. Et ça, c'est une règle d'ordre général. Actuellement, l'Union soviétique, enfin la Russie, pardon, lapsus, bombarde Idlib pour tuer les terroristes exclusivement. Donc, ils vont tuer en quelques jours plus de gens que tous les mouvements dits terroristes ayant pignon sur rue en 20 ans. L'antiterrorisme tue plus que le terrorisme. Ensuite, vous avez le problème fondamental qui avait déjà été incarné par le Guépard: il faut que tout change pour que rien ne change. Et donc, c'est un des sens que les contre-révolutions essayent de faire aujourd'hui par rapport à 2011. On a un exemple parfait avec l'Arabie saoudite d'aujourd'hui. Il faut que tout change pour que rien ne change. Ce serait peut-être la vraie devise de MBS. Vous avez le facteur complexe de la contre-révolution. Si on prend le modèle européen de 1848, vous avez eu dès 1849, à partir de l'ordre, une contre-révolution dans l'ensemble européen. Mais la contre-révolution ne peut pas être un retour en arrière. La contre-révolution en Europe, ça a été ensuite la France du Second Empire, l'Allemagne de Bismarck, et dans une certaine mesure, l'unité italienne. Autrement dit, la contre-révolution n'a été possible que si elle a pu fabriquer du nouveau. Donc ça, c'est un des enjeux à venir. Vous avez ensuite la question d'âge. Si vous avez 20 ans en 2011, vous pouvez être actif politiquement, soyons gentils, jusqu'à 70 ans, ce qui vous amène à 2061. Ça veut dire, si vous prenez un exemple, que ce sont des gens qui ont vécu à 20 ans le dégel contre Staline en 1954-55, qui ont fait l'Union soviétique de Gorbatchev 30 ans après. Donc, il n'y a pas une bombe à retardement, mais il y a un facteur à retardement qui est que quand vous avez 20 ans en 2011, vous serez peut-être au pouvoir en 2035, à partir de l'expérience de 2011. Donc là, c'est un point d'interrogation. Ce que vous avez clairement, évidemment, c'est la reprise de la question d'Orient. Les événements de la Syrie d'aujourd'hui sont vraiment caractéristiques, puisque toute ma réflexion politique était née de la comparaison entre 1821 et 2011, la Grèce et la Syrie. Dernier point, qu'est-ce que veulent les gens? Alors on veut dire, ils veulent un califat, ils veulent ceci, ils veulent cela. Non, soyons plus raisonnables. Ce que les populations veulent, c'est un minimum de droits sociaux et politiques. Des droits sociaux qu'ils n'ont pas à cause des régimes autoritaires et des kleptocraties qui sont au pouvoir, et une participation politique. Ce qui vous permet de comprendre la logique des événements depuis 2011. Si la révolution a échoué, pour l'instant en tout cas,
Et si on veut des droits sociaux et politiques, eh bien on va en mer et on va vers l'Europe. Les phénomènes migratoires représentent pour la région la suite des revendications du printemps arabe. C'est tout ce que je peux dire, puisque là, l'historien doit s'arrêter, puisque chronologiquement, d'abord, il est à la fin de l'heure qui lui a été impartie. Et ensuite, parce que je suis arrivé à l'actualité et je ne peux pas de progresser vers le futur. Donc voilà, il y a des questions qui sont prévues. Oui, largement, d'abord parce qu'il y a une interaction permanente. D'abord, quelques rappels qui sont nécessaires. Le clivage arabe-persan est une invention du XXe siècle. Depuis les moutons blancs, les moutons noirs, je ne sais plus, qui gouvernaient l'Iran à partir du XIVe siècle, ensuite les Safavides et les Qadjars, l'Iran a été gouverné par des turcophones. Et le premier persanophone à devenir maître de l'Iran, c'est Reza Shah Pahlavi, en 1922-23, de mémoire. Donc c'est la construction des discours nationaux qui a conduit à créer une opposition arabe-persan qui n'existait pas auparavant, ce que, par exemple, Saddam Hussein jouait beaucoup sur ce point. Et puis évidemment, l'introduction du phénomène du facteur religieux, puisque la réaction à la révolution islamique a été la création du clivage sunnite-chiite. Donc, en ceci, on a déjà une première idée. Bon, évidemment, c'est un tas de la rente pétrolière. Donc, même la révolution n'a pas du tout résolu, loin de là, la question de la dépendance envers la rente. Bon, la centralisation a été faite naturellement sur le même mécanisme que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que les marges ont été intégrées par la force à l'État, donc on est passé de la négociation à la répression dans la construction d'un État national. Là, c'était essentiellement à partir de Reza Shah Pahlavi, mais ça a été la même chose en 1979. En 80-81, la République islamique a écrasé dans le sang la révolte kurde. On l'a oublié, il y a eu des dizaines de milliers de victimes à ce moment-là. Alors, ce que vous essayez de me demander, c'est plutôt quel est le sens géopolitique de l'Iran aujourd'hui. Le problème de l'Iran, c'est qu'il a été envahi durant la Première Guerre mondiale par les Turcs, les Russes et les Anglais. Et ça a vraiment fait beaucoup de dégâts. Il y a eu plusieurs centaines de milliers de morts de famine durant la Première Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on n'arrive jamais à comptabiliser les morts de la Première Guerre mondiale, parce qu'ils font dire qu'il faut rajouter les Persans et éventuellement les Afghans. Alors à Péronne, ils s'étranglent. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ensuite, ils ont été envahis par les Russes et les Anglais en 1941. Ensuite, ils ont été attaqués par Saddam Hussein. Bon, c'était peut-être mérité par ailleurs, ça c'est un autre problème. Donc, un pouvoir tel qu'il s'est ajourné en Iran, je dirais que l'Iran est dans un pouvoir directorien, assez analogue au directoire de la Révolution française, sauf qu'au lieu de durer 5 ans, parce qu'ils n'ont pas de Napoléon, ça dure depuis 20 ans, enfin depuis la mort de Khomeini. Donc, pour préserver le territoire national, on va faire la guerre ailleurs. On va se projeter à l'extérieur. Alors ça, c'était le coup génial d'Ariel Sharon de permettre l'arrivée des Iraniens au Liban en 1982, avec la création de Hezbollah. Et donc, plus vous créez des abcès de fixation loin du territoire iranien, plus vous avez le sentiment de sécuriser votre territoire.
Et alors en plus, il y avait une identité d'objectif entre les Iraniens et les Syriens, car le grand but c'était de liquider Saddam Hussein et de mettre un pouvoir favorable aux deux à Bagdad. C'est qu'a été la construction de l'axe Téhéran-Damas. Et la question nucléaire, moi j'étais persuadé, je reste d'ailleurs, que la stratégie iranienne était une stratégie sous le seuil. Arriver jusqu'au point d'avoir l'arme nucléaire et s'arrêter. Mais toujours dans la même logique de dissuasion que de faire la guerre au Liban ou en Syrie aujourd'hui. D'où le fait que ce que nous percevons à juste titre comme des actes offensifs, les Iraniens le considèrent comme défensif. Alors ensuite, ils ont mis un peu d'huile sur le feu de façon stupide quand ils ont proclamé qu'ils avaient réussi à avoir une arme, à contrôler Bagdad, Damas, Beyrouth et Sanaa. Bon, là, ça a commencé à énerver un peu les autres. Voilà. Mais ils sont dans l'espace. Là, si vous voulez, au Proche-Orient, enfin au Moyen-Orient, vous avez deux attitudes possibles. Soit vous êtes un enjeu, soit vous êtes un acteur. Si vous êtes un enjeu, vous jouez de votre qualité d'enjeu en disant bah, je vais tomber aux mains d'eux si vous ne m'apportez pas de l'aide. Ça, c'est la catégorie enjeu. Par exemple, la série d'aujourd'hui est un enjeu. Et la série d'avant 70 était un enjeu. Et sinon, vous donnez un acteur. C'est-à-dire, si vous ne coopérez pas avec moi, moi, je vais faire du dégât ailleurs. Et donc là, vous êtes dans la catégorie acteur. Donc l'Iran, c'est la même chose. Elle était un enjeu jusqu'aux années 50. Et elle se pose maintenant en acteur. Mais si le système iranien s'effondre, elle repassera dans la catégorie enjeu. C'était un incident historique. Les Portugais, quand Vasco de Gama arrive dans l'océan Indien à partir de 1498, il passe son temps à brûler des bateaux musulmans remplis de pèlerins vers la Mecque. Ce qui fout la pétoche à tous les musulmans de la région et qui appelle au secours les Ottomans. Et les Ottomans donc prennent le contrôle de l'Égypte et de la péninsule arabique aux alentours de 1516. Si ma mémoire est bonne, ils font même une flotte ottomane de l'océan Indien. Et donc, à la suite de quoi, les Européens ont compris que ce n'était pas la peine de faire la croisade dans l'océan Indien et qu'ils se contenteraient de faire le commerce des épices, ce qui était plus fructueux. Bon, premier point, c'est presque un accident de l'histoire que les États-Unis aient consommé du pétrole du Moyen-Orient. Ça n'avait pas été prévu pour. La stratégie américaine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avait été d'intensifier la production de pétrole du Moyen-Orient, en particulier par les compagnies américaines, à destination de l'Europe. Et ce qui permettait de réserver le pétrole de l'hémisphère occidental à l'hémisphère occidental. Donc la stratégie des planificateurs du plan Marshall était que le pétrole des deux Amériques reste dans les deux Amériques. Et ce n'est que plus tard, dans les années 60, que l'Amérique a commencé à devenir importatrice de pétrole du Moyen-Orient. Et en quelque sorte, la parenthèse est en train de se fermer de nouveau. Ça reste quand même le dogme de la sécurité des approvisionnements pétroliers. Tant que le marché fonctionne, il n'y a pas de problème. Je veux dire, que vous cotiez le pétrole à Rotterdam ou à Shanghai, le marché pétrolier fonctionne, c'est le marché qui fonctionne.
La sécurité des approvisionnements pétroliers, c'est de penser qu'en cas de guerre, on coupe le robinet. Autrement dit, ça peut être compris aussi dans le sens, si la Chine fait la guerre aux États-Unis, il n'y a plus une goutte de pétrole du Moyen-Orient qui part vers la Chine. Mais là, on n'est plus dans le marché. On est dans la situation des Premières et Secondes Guerres mondiales, où les stratégies occidentales ont toujours été pensées comme embargo et blocus sur les approvisionnements pétroliers dans les deux guerres mondiales. Donc c'est ce schéma de pensée. Alors de toute façon, ça fait déjà un bail que j'entends dire que le pétrole du Moyen-Orient, il part de plus en plus vers les États du tiers-monde, vers le sud-est asiatique et de moins en moins vers l'Europe et vers l'Occident, avec le fait supplémentaire que maintenant il y a de nouveaux gisements pétroliers et gaziers en Méditerranée orientale, qui eux sont plutôt destinés au marché européen, mais qui posent d'autres questions géopolitiques à venir. Autrement dit, il faut considérer que les États-Unis dans la région sont le syndic des puissances industrielles ou des États consommateurs de pétrole. Parce que ce sont les seuls qui ont les moyens d'assurer la sécurité du passage et éventuellement de ne pas de le couper. Alors, c'est vrai que la Chine, maintenant, commence à avoir des ambitions militaires, à développer une marine à projection à distance, commence à avoir une base à Djibouti, et ainsi de suite. Enfin, ils en sont encore loin. Peut-être qu'en 2030 ou 2040, la Chine aura la capacité de remettre en cause cette domination américaine de la protection du pétrole. Mais pour l'instant, elle me paraît totalement acquise. Je peux essayer de vous donner quelques éléments de réponse? Oui, merci. La première, c'est d'abord parce que l'Arabie saoudite était le premier territoire ouvert aux Américains parce que le reste était contrôlé par les Britanniques. C'est pour ça que les compagnies américaines avaient eu le monopole en Arabie saoudite, alors qu'ils ne pouvaient pas l'avoir dans le Golfe, ni en Iran, ni en Irak. Donc ça, c'est la clause historique. La seconde, il n'y a pas de pacte de Quincy, ça c'est une foutaise, mais il y a le fait que clairement les Saoudiens avaient mis les choses en jeu avec les Américains. Nous vous livrons le pétrole de la région et vous assurez notre protection. Alors, dans les années 40, c'était la protection contre les monarchies hachémites d'Irak et de Jordanie. Dans les années 60, c'était la protection contre l'Irak, contre l'Égypte nassérienne. C'était l'enjeu de la guerre du Yémen dans les années 1960. Et ensuite, ça a été progressivement la menace de l'Irak de Saddam Hussein. Alors, la stratégie américano-saoudienne s'est construite sur un marché silencieux, mais clair. L'Arabie saoudite finançait l'armée américaine par le biais, en particulier, de commandes d'armement lourd, qui, en passage, faisaient de sérieuses commissions pour les princes saoudiens. Et en échange de quoi les Occidentaux interviendraient pour la défense du royaume. C'est pour ça que dans les années 90, on parlait de mercénarisation des armées occidentales par l'Arabie saoudite par le biais de ces commandes. Mais il était clair, si vous voulez, qu'en 1990, quand on envoie 500 000 hommes d'armée occidentale en Arabie saoudite, les infrastructures pour accueillir 500 000 soldats occidentaux étaient prêtes. Et ça ne s'est pas fait en 3 jours. Ça s'est construit sur des années et c'était planifié entre Saoudiens et Américains, peut-être à la limite du non-dit. L'autre point, si vous voulez,
sur l'islamisme, à l'époque, les Américains, ils aimaient bien l'islamisme parce que c'était une arme contre la gauche et contre l'Union soviétique. Donc, ils étaient plutôt favorables à la prédication islamique saoudienne. Ensuite, les choses ont changé, mais relativement tardivement. Et enfin, aujourd'hui, l'Arabie saoudite, comme l'Égypte, etc., est en train de vendre un truc bizarre qui s'appelle l'islam modéré aux Occidentaux. C'est en gros une espèce de bigoterie d'État qui ressemble à peu près au catéchisme impérial de Napoléon Ier, qui est fondé sur l'idée que tous les croyants doivent obéir au pouvoir en place. Et du coup, aujourd'hui, l'Arabie saoudite est l'ennemi mortel des frères musulmans et de tout l'islam politique, puisque c'est une contestation de cette bigoterie d'État qui est le produit actuel de l'Arabie saoudite, de l'Égypte du maréchal Sissi, et éventuellement du Maroc. Mais le Maroc le fait de façon beaucoup plus intelligente que l'Arabie saoudite. Je veux dire, bon, classiquement, sunnites et chiites, ils se détestaient, ce qui était tout à fait normal. Et à chaque fois que l'Iran chiite faisait la guerre à l'Empire ottoman sunnite, il y avait des rituels. Dans les mosquées chiites, on maudissait les 3 premiers califes. Et du côté sunnite, on disait que ce n'étaient pas des vrais musulmans, mais des associationnistes. Bon, ça, c'était le rituel entre le XVIe et le XIXe siècle. Bon, ensuite, ils sont arrêtés. Vous avez eu, au contraire, à partir du XVIIIe siècle, puisque c'est Shah Nadir qui est le premier à en avoir une idée, donc dans les années 1730-1740, mais qui a été surtout une thématique du réformisme des années 1850 à nos jours, qui était que l'islam chiite était la 5e école de rite du sunnisme, ce qu'on appelle l'école jafarite. Donc, si le chiisme devenait la 5e école du sunnisme, il n'y avait plus de problème. Et donc, vous avez eu un œcuménisme musulman qui s'est développé, disons, à la fin du 19e siècle et qui a largement couvert les 2 premiers tiers du 20e siècle. Ce qui a relancé le problème, c'est la révolution islamique. C'est-à-dire l'ambition du pouvoir de Téhéran de dominer l'intégralité de l'islam. Et là, évidemment, ce n'était pas acceptable pour les autres. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une hostilité sunnite-chiite, et puis on inventait des chiites quand il n'y en avait pas. En 2006, quand le Hezbollah a bien tenu par rapport à Israël, ça a mis en fureur tous les pouvoirs sunnites de la région, parce que c'était l'apologie de Nasrallah et de Hezbollah. Et du coup, par exemple, l'Égypte a découvert des tas de chiites chez elle pour les persécuter. Bon, on ne les a pas retrouvés ensuite après les chiites en question. Le Hamas était défini comme chiite alors que c'était une succursale des frères musulmans. Et ainsi de suite. Vous voyez exactement comment l'accusation d'être chiite était un pur instrument politique qui visait des gens dont la principale qualité était des opposants au pouvoir en place. Donc, il ne faut pas trop insister sur le caractère théologique de la question, sauf qu'évidemment, en effet, la République islamique est avant tout une République islamique chiite et qu'elle n'a réussi vraiment d'avoir de relais que dans les populations chiites à l'extérieur. Mais si vous voulez, ensuite, vous faites des barrages de crâne, ce pauvre gamin stupide de Khaled Kalkal qui faisait des attentats en France dans les années 80, je crois. 90, je sais plus. Bon, quand il avait été interrogé par un sociologue allemand, si mes souvenirs sont bons, lui avait inculqué à ce gamin des banlieues lyonnaises que le chiisme était une invention juive pour détruire l'islam. Voilà, bon, on pourrait trouver des tas d'autres exemples de ce genre-là. Mais ses connaissances théologiques étaient relativement faibles.
Bah, vu de Paris, je dirais que la question est on ne peut rien faire avec les Américains, on ne peut rien faire sans les Américains. Et, donc on est bien embêté, puisqu'on n'a pas les moyens militaires, de faire ce qu'on souhaiterait pouvoir faire. Alors, en effet, Obama avait volontairement exercé une politique de retrait du Moyen-Orient, mais sa politique de retrait du Moyen-Orient était aussi catastrophique qu'une politique d'ingérence, puisque c'est son inaction dans la crise syrienne qui a provoqué des drames d'aujourd'hui. Bon, Trump, je veux dire, est-ce qu'il a une stratégie? C'est un autre problème. Il semble que les gens ne savent pas très bien quel est le sens de la politique américaine dans la région, et peut-être que lui-même ne le sait pas trop, à part de taper sur les Palestiniens. Ça, c'est un autre sujet. Sur l'Iran, bon, vous savez, vous avez un nationalisme iranien, vous avez un État révolutionnaire fort avec des puissants groupes de pression qui contrôlent la population, et puis vous avez une jeunesse qui voudrait plutôt se rapprocher du modèle de consommation occidentale. Mais le problème, ça c'est autre chose, c'est en histoire des religions, et en particulier sur les situations actuelles, c'est qu'on a du bricolage. Donc la même personne aimerait pouvoir danser avec du rock occidental et écouter du reggae occidental et en se sentir 2 heures après un profondément nationaliste iranien, considérant que les pressions que les États-Unis exercent contre son pays sont inacceptables. Et à 2 heures après, il changera encore d'avis, ce qui est tout à fait normal parce que ça correspond à la nature humaine. Donc la crise actuelle qui est terrible hein, en Iran, bon, on voit mal, vu l'importance des instruments de répression, une vraie révolte pouvoir se produire en Iran, mais en même temps, ça fait craquer le système. C'est ce que je peux dire. Bon, la première partie de la question, bon, encore une fois, la Turquie et la Pologne sont des inventions contemporaines, ça ne correspond pas à leur réalité historique. Non, mais je m'explique. Vous avez des idéologues à Varsovie ou à Ankara qui disent qu'ils incarnent une âme historique longue. Mais simplement, la Pologne d'avant la Seconde Guerre mondiale, elle avait des Allemands, elle avait des Juifs, elle avait des Ukrainiens, elle avait des Baltes. Tout ça a été liquidé. La Turquie d'aujourd'hui n'est pas descendante de l'Empire ottoman, dans le sens où l'Empire ottoman était multireligieux, multiethnique, etc., et que tout ça a été liquidé sauf les Kurdes. Donc, vous pouvez avoir un discours vous revendiquant d'un passé glorieux, mais dans le réel, vous n'êtes pas l'héritier de ce passé glorieux. Ça a été la caricature quand Erdogan a fait la célébration de la bataille des Dardanelles, dans laquelle il a vanté les merveilleux volontaires arabes musulmans qui sont allés se battre avec les Turcs dans les Dardanelles en 1915. Ben non, c'était des trophions de l'armée ottomane qui étaient venus par la force de la mobilisation. Ce n'étaient pas des gentils musulmans qui étaient volontaires, qui étaient allés se faire canonner par les flottes françaises et anglaises. C'est en ça, si vous voulez, que la revendication historique, elle est complètement fausse. Mais en même temps, il est très difficile de faire expliquer à des Turcs d'aujourd'hui que par définition, la Turquie homogène d'aujourd'hui ne peut pas être l'héritière de l'Empire ottoman hétérogène d'avant 1914. Alors, vous pouvez mettre des pseudo-janissaires à moustache dans le palais présidentiel, ça fait bien pour la décoration.
Bon, le soft power turc, bah, c'était la doctrine au début d'Erdogan, pas d'ennemis chez nos voisins. Il a réussi à peu près à se mettre tous ses voisins à dos, sauf les Bulgares. Donc c'est quand même pas mal. Il y a eu en effet, aux alentours de 2010, un vrai soft power turc qui s'incarnait par des tas de choses, en particulier par les séries télévisées turques qui avaient un succès formidable sur les chaînes de télévision arabes. Et puis, oui, la Turquie représentait un modèle d'État à caractère musulman proclamé, qui marchait économiquement. L'AKP était populaire parce qu'il assurait une croissance économique de 5 ou 6% par an, et en 10 ou 15 ans, il avait doublé le niveau de vie des Turcs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et en fait, la Turquie est en train de s'effondrer dans ses contradictions internes, l'islamisation de la société, puis en train de perdre à la Turquie l'un des grands instruments de sa force, qui était l'éducation laïque. Si vous supprimez les heures de sciences pour remplacer par des heures de Coran, la qualité des ingénieurs baisse. Ce qui est le cas aujourd'hui de l'enseignement en Turquie. La persécution, certainement justifiée contre les gulenistes, a correspondu à la destruction d'un corps d'enseignants de très haute qualité. Dans la Turquie d'aujourd'hui, on pourrait multiplier. Il réussit à se brouiller à la fois avec les Européens, avec les Américains, avec les Russes, et affronter en situation de crise financière le drame d'Idlib. On peut dire que c'est vraiment une belle réussite politique. Donc il y a eu quelque chose en 2011, oui, Erdogan, il pouvait dire, voilà, je suis la solution du printemps arabe, parce qu'on peut être islamique, démocrate, et avoir de la croissance économique. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne passe plus. Non, parce qu'ils ne contrôlent pas les acteurs locaux. Alors, il y avait des limites au retrait américain. C'est un retrait politique. Mais la 6e flotte est toujours en Méditerranée et la 7e, je crois, est toujours dans l'océan Indien. Diego Suarez est toujours là. Les bases les bases américaines en Méditerranée sont toujours là. Et en plus, l'aviation américaine basée en Europe peut bombarder le Moyen-Orient. On l'a vu en 90, en 91, que c'était parfaitement faisable et ça peut continuer. L'instrument militaire américain, il est là. Il n'a pas bougé. Ce qui a changé, c'est qu'on a l'impression qu'ils ne veulent pas s'en servir. Mais en tout cas, et puis vous avez les forces spéciales au sol. Alors là, c'est un autre sujet qui est le changement de la nature de la guerre au XXIe siècle. Si la guerre change, l'interaction politique et militaire change. La guerre vue par les stratèges occidentaux d'aujourd'hui, c'est ce que j'appelle de la guérilla high-tech, ou du hit and run. On a compris douloureusement que si on occupe un territoire, on se fait taper dessus par des salauds qui fabriquent des armes artisanales. Là, j'ai toujours trouvé que les explosifs artisanaux, c'était pas sympathique. Et donc, la doctrine aujourd'hui, c'est une doctrine de Special Forces. Vous êtes sur le terrain avec des instruments radio, vous indiquez là où les drones, où l'aviation, où les missiles doivent frapper, et puis vous foutez le camp. Et si vous foutez le camp, vous n'occupez pas le terrain, donc vous n'êtes pas vulnérable. C'est le modèle somalien, si vous voulez. Ou yéménite.
Les Américains tirent au drone au Yémen ou au Djibouti une fois tous les 15 jours. Mais comme ils ne sont pas au sol, et c'est comme ça qu'ils ont liquidé Daesh. Les Américains, ils ne sont pas allés au sol. Enfin, s'il y avait des Special Forces au sol, mais ils ne sont pas combattus. Ils étaient là pour indiquer à l'aviation et aux drones et aux missiles où il fallait frapper à Mossoul ou à Raqqa. Et en ce sens-là, on a une doctrine militaire occidentale qui est assez différente de la doctrine militaire russe d'aujourd'hui. Bon, alors les doctrines militaires peuvent changer, les instruments militaires peuvent changer, etc. Mais je crois qu'il y a une impuissance du militaire pour régler une politique, au sens où vous pouvez détruire l'adversaire, mais vous ne pouvez pas gérer le territoire. De ce point de vue-là, l'expérience balkanique est claire. La pacification de la Bosnie et du Kosovo a mobilisé encore aujourd'hui des milliers de soldats occidentaux pour maintenir l'ordre sur place, pour éviter que les gens se tapent dessus. Si vous mettez l'expérience du Kosovo, de la Bosnie à l'échelle de l'Irak et de la Syrie, c'est 3 ou 4 fois les armées occidentales d'aujourd'hui qu'il faudrait. Donc, je ne vois pas comment régler les choses. L'avenir, qui est assez inquiétant, c'est la coexistence des milices au sol et de la high-tech dans les airs. Et c'est ça qu'on voit en Syrie, et c'est ça qu'on voit en Irak, pour l'instant. Deux à trois, c'est pas Arabie Saoudite, Qatar, c'est Arabie Saoudite et les Émirats. Le premier problème, c'est le problème de la grenouille qui se prend pour un bœuf. Un problème, si vous avez l'argent, vous pouvez faire le bœuf. Et en ce sens-là, le Qatar a voulu jouer un rôle mondial parce qu'il avait son chéquier et parce qu'il y avait des gens qui étaient prêts à recevoir son chèque, y compris en France d'ailleurs. Donc, dans ce cadre-là, le Qatar a mis de la poudre à gratter un peu partout dans la région. En particulier en faisant une chose absolument innommable, c'est de créer une presse libre. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des médias pan-arabes appartiennent à l'Arabie Saoudite, sauf Al Jazeera du Qatar. Donc, Al Jazeera se permettait de critiquer les politiques internes et externes de tous les voisins, sauf du Qatar lui-même, évidemment, ce qui était pénible. Ensuite, il y a un problème de relation entre les frères musulmans et l'Arabie Saoudite et les Émirats. Quand les frères musulmans ont été dispersés par Nasser dans les années 50 et 60, ils se sont enfuis là où on voulait les accepter. Et comme c'était des cadres et beaucoup d'enseignants, on les a utilisés un peu partout. Donc les frères musulmans, d'un côté, on les a vus arriver dans l'Algérie, par exemple, après 62, pour arabiser l'Algérie. Et les Saoudiens et les gens du Golfe ont utilisé massivement les frères musulmans ou les gens d'obédience frères musulmane, parce que religieusement, ils étaient relativement proches des Wahhabites, et les frères musulmans ont modernisé l'Arabie Saoudite, parce qu'il faut bien comprendre quand même que le chef de la hiérarchie religieuse saoudienne dans les années 50 croyait encore que la terre était plate, tandis que quand même les frères musulmans, ils avaient compris depuis longtemps qu'elle ne l'était pas. Alors,
ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, bon, les frères musulmans ont modernisé l'enseignement religieux en Arabie Saoudite. Et puis les Saoudiens se sont aperçus d'une chose bizarre, et les gens du Golfe aussi, c'est que les frères musulmans faisaient de la politique. Encore une fois, la prédication saoudienne, c'est l'islam doit évidemment se répandre dans le monde, mais en tout cas en Arabie Saoudite, le premier devoir des musulmans, c'est d'obéir au prince. Et dans les années 90, l'Arabie Saoudite et les Émirats sont aperçus que les jeunes qui ont été formés par les frères musulmans, ils voulaient la participation au pouvoir. Ils étaient d'autant plus dangereux qu'ils étaient dans la même lignée théologique que les pouvoirs en place. Ce n'étaient pas des socialistes. C'était des gens qui avaient les mêmes background, arrière-plan théologique que le pouvoir en place. Mais simplement, ils disaient les musulmans doivent partager le pouvoir, enfin doivent participer au pouvoir et pas obéir au prince. Donc, à partir des années 90, les frères musulmans ont été persécutés et éliminés d'Arabie Saoudite et des Émirats. Mais en même temps, le Qatar, lui, il a accueilli les frères musulmans. Et il les a utilisés comme instrument de soft power. Et donc, le fait que les frères musulmans soient soutenus par le Qatar, le fait que Al Jazeera dise la vérité que le roi était nu, et ainsi de suite, sauf pour le roi d'Arabie, sauf pour l'émir du Qatar, l'a rendu à peu près insupportable pour ses voisins. Alors aujourd'hui, ceux qui essayent de faire la grenouille, qui essayent de se prendre pour le bœuf, c'est les Émirats. Mais la différence du Qatar, c'est qu'ils ont une vraie armée. Et l'armée des Émirats est une armée efficace, petite mais efficace, tandis que l'armée saoudienne, elle semble assez lamentable au Yémen. Au Yémen, ceux qui se battent réellement, ce sont les Émiratis. Ce n'est pas les Saoudiens. Voilà, donc... en plus, religieusement, ils sont de la même doctrine que le Qatar et l'Arabie Saoudite sont wahhabites, donc ça exaspère l'Arabie Saoudite de voir qu'il y a des wahhabites qui ne pensent pas comme eux. D'abord, je réponds par le second point, c'est l'arrivée des Safavides. Bon, c'est une histoire un peu compliquée. Bon, des chiites, vous en aviez dans la région, en particulier en Irak, vous en aviez dans le Liban, l'actuel Liban Sud, le Jabal Ramil, etc. Mais, en tant que tel, l'Iran n'était pas majoritairement chiite, loin de là. Et puis surtout en Anatolie, vous aviez la multiplication d'un islam extrêmement hétérodoxe chez les populations turkmènes anatoliennes, avec des mélanges religieux, de chamanisme, d'islam, etc. C'était un peu compliqué et dur à suivre. Et donc, vous avez eu un mouvement tribal anatolien qu'on appelait les Têtes Rouges, les Qazalbash. Et Ismail Shah Safavi était un Qazalbash. Et il a pris le pouvoir en Iran. Et à partir de ce moment-là, cet hétérodoxe qui était un Qazalbash, une tête rouge, a adopté le chiisme comme doctrine d'État. Donc d'urgence, il a fallu chiitiser l'Iran. Et donc les premiers Safavides ont fait venir en quantité importante des religieux chiites du Jabal Ramil, donc du Liban, et de Najaf et Karbala, d'Irak, ce qui a créé un réseau familial de grandes familles religieuses qui s'étendaient, enfin qui avaient à la fois des réseaux au Liban, en Irak et en Iran. La famille Sader, par exemple, en est tout à fait caractéristique. Moussa Sader était un chiite irakien, mais qui a fondé le mouvement Amal au Liban. Bon, ça c'est bon. Ils ont des problèmes internes et externes. Leur distribution géographique, comme j'ai expliqué tout à l'heure, entre l'Irak, l'Iran et la Turquie, c'est le fait qu'ils étaient sur les marges.
Et que donc, par conséquent, étant sur les marges, les frontières sont passées à travers leur territoire. Ce qui est tout à fait logique. Leur problème, ils ont créé un nationalisme kurde, c'est absolument incontestable, mais aujourd'hui, vous avez deux projets politiques kurdes qui sont complètement à l'opposé de l'un de l'autre. Vous avez le projet du PKK, avec sa succursale syrienne, qui est un espèce de marxisme-léninisme teinté de spontanéisme révolutionnaire. Ça a l'air assez efficace d'ailleurs. Honnêtement parlant, avec un bon axe de propagande, vous prenez des dames, vous en faites des combattantes en treillis et vous vendez des images à la presse occidentale, elle adore. Émancipation féminine, combattante, et ainsi de suite. Enfin, une vraie puissance combattante, néanmoins. Mais c'est, disons, un projet d'ultra-gauche. Et puis, en Irak, vous avez dans le réel deux partis politiques avec deux milices qui n'ont jamais réussi à construire un État entre eux. Donc, le pays, la zone kurde est divisée entre les deux milices et les deux partis politiques, avec toutes les corruptions que représente le système milicien des deux côtés. Donc, disons que c'est une forme capitaliste, entre guillemets. Donc, vous voyez très bien qu'il y a un abîme entre le marxisme-léninisme ultra-gauche, disons entre l'ultra-gauche plutôt que marxisme, l'ultra-gauche du PKK, et le capitalisme des Barzani et autres. Donc on voit moins, en plus des contradictions d'intérêts. Ils sont en Irak, les deux clans, les deux factions plutôt, kurdes n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Elles sont encore le doigt sur la Kalachnikov et elles peuvent à un moment ou à un autre recommencer à se tirer dessus comme ils ont fait il y a 10 ans. Enfin, il y a 15 ans. Maintenant, je vieillis. Donc, il y a cette faiblesse interne des mouvements. Alors, ils ont loupé le passage. Quand ils ont voulu faire le référendum sur l'indépendance, ils se sont plantés magistralement et ils ont perdu largement leur position en Irak. Et maintenant, ils s'en battent le parti. Alors, l'avenir du PKK, c'est un autre problème, parce que c'est un des enjeux de la bataille d'Idlib. Et là, il semble que, il y a des réouvertures des Kurdes vers le régime de Bachar el-Assad. Une fois que les Américains les ont utilisés pour détruire Daesh, les Américains sont en train de les lâcher comme d'habitude. Donc les Kurdes ont parfaitement compris qu'ils vont avoir un lâchage américain, donc ils vont probablement essayer de s'entendre avec Damas, ce qui est d'autant plus facile qu'ils n'ont jamais combattu Damas. Ils n'ont jamais été du côté de la révolution en Syrie. Ils ont toujours collaboré avec le régime de Damas depuis 2011, les gens du PKK. Donc ils vont essayer de négocier quelque chose avec des assurances russes éventuellement. Mais tout ça se compliquait avec la Turquie, etc. Mais bon, bienvenue au club, je veux dire. Bien, je crois que ça aura été la dernière question. Donc, professeur, je voulais vous remercier sincèrement pour cette présentation passionnante et qui nous a permis de restituer toute cette situation, toute cette région dans sa profondeur historique et ce qui nous donne des clés effectivement pour mieux comprendre les enjeux contemporains. Je veux aussi remercier l'assistance pour son engagement et pour son intérêt manifesté par ces questions. Et je voudrais donc sur ce vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée. Merci. C'est moi qui vous remercie.